prenons le temps de reconnaître que les terres où le Centre Femmes Catherine Leblond mène ses activités et où nous grandissons font partie des territoires traditionnels non cédés de la Première Nation Wolastoqiyik-Washpekuk. Ces terres qui nourrissent nos consciences, tout en nous permettant d'avancer collectivement vers l'élimination du sexisme, ont été la proie de trop d'injustices et d'iniquités envers la communauté autochtone. Bien que cette reconnaissance territoriale ne soit qu'une étape, elle est prononcée aujourd'hui dans une volonté de cultiver des relations respectueuses et bienveillantes avec la Première Nation Wolastoqiyik-Washpekuk. Les sujets abordés dans cette émission sont sensibles et peuvent susciter des émotions. Si vous avez besoin d'aide, faites le 811, option 2. Lorsque l'on parle de système d'oppression, de quoi s'agit-il au juste? Et qu'est-ce que l'approche féministe intersectionnelle? Dans cette émission, nous répondrons à ces questions avec des exemples et des outils bien concrets. Nous aborderons la notion de privilège qui peut différer d'une personne à l'autre selon les contextes de vie, notre niveau d'éducation, la classe sociale à laquelle nous appartenons, notre état physique et mental, etc. L'outil, la roue des privilèges, vous sera présenté et vous aidera à vous situer par rapport à cette notion. Bonjour Jeanne-Marie. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Écoute, je m'appelle Jeanne-Marie Rugira. Je suis née au Rwanda, il y a très longtemps, au siècle dernier. Et je vis à Rimouski, je vis au Québec, à Rimouski, depuis 32 ans maintenant. Et j'enseigne à l'Université du Québec à Rimouski, au département de psychosociologie et travail social. Dans le discours ambiant, on entend de plus en plus parler de système d'oppression. De quoi s'agit-il? Vite comme ça, c'est très difficile. Il faudrait que je commence par dire que je suis aussi une féministe décoloniale, que je fais partie de la Fédération des femmes du Québec. Je suis vice-présidente aux pratiques solidaires et anti-oppressives. Donc, on va parler de l'oppression à partir de là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, par exemple, les féministes. C'est des gens qui se sont mis ensemble pour essayer d'éviter les oppressions de genre. C'est quoi les oppressions de genre? C'est de la normativité, c'est des normes patriarcales qui maintenaient les femmes comme des subalternes. Ta place est dans les fourneaux, tu dois faire des enfants, les autres vont décider de qu'est-ce que tu vas faire de ta vie, de ton corps. Et c'est contre ce type de normativité qui opprimait les femmes que le mouvement féministe s'est développé et jusqu'aujourd'hui, quoi. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les oppressions de genre. Il y a aussi des oppressions de classe. Par exemple, les gens qui vivent on dit au Québec que la région du Bas-Saint-Laurent, c'est une région pauvre. Ça veut dire qu'on est moins favorisé économiquement que, par exemple, dans les grands centre-ville. Puis il y a des gens, comme moi, comme prof d'université, je suis plus favorisée que la personne qui vit sur le bien-être social. Alors, ça se pourrait que ce que les gens disent, c'est que la manière dont la société est organisée, dont les lois sont pensées, c'est pour favoriser un certain nombre de personnes au détriment des autres. Par exemple, les personnes qui sont économiquement et culturellement favorisées se débrouillent mieux dans la société que les personnes qui sont économiquement et culturellement défavorisées. Si j'y vais de manière plus simple, je pourrais dire, essaye de t'imaginer une femme monoparentale qui vit à Saint-Esprit, qui a pas de voiture, qui n'a pas de job, qui vit sur le bien-être social, qui a besoin d'amener son enfant à Rimouski. Tu vois qu'elle a de la difficulté comparativement à moi qui vis à côté de l'hôpital de Rimouski. Même si j'avais pas d'argent, y aller, ça me prend 2 minutes. Et ça lui demanderait d'avoir un moyen de locomotion, avoir de l'argent pour se payer de l'essence, avoir des possibilités, ce qu'elle n'a pas. Donc, elle vit des oppressions de classe. Une oppression de classe. Mais il y a aussi des oppressions de race. Si tu prends la même femme,
qui est monoparentale, qui vit sur le bien-être social, qui est noire, ça se pourrait bien qu'en plus de ça, elle vive du racisme, elle vive des discriminations là-bas. Et que quand elle va voir son voisin pour lui demander de l'amener à Rimouski, peut-être que son voisin ne va pas vouloir lui donner un lift, voire même lui donner un logement. Et là, tu vas voir cette femme-là, non seulement elle a des oppressions de classe, de genre, mais aussi de race. Ce qui fait qu'elle, elle est comme opprimée 3 fois plutôt qu'une. Si cette femme-là, en plus d'être noire, était en chaise roulante, tu vois le genre de difficultés qui s'ajoutent. Alors, quand on parle des oppressions, l'idée, c'est de dire, par exemple, dans le mouvement féministe, si je suis, moi, du centre femmes de Trois-Pistoles, et que j'ai envie de servir toutes les femmes, il faudrait que dans ma tête, je n'ai pas seulement le souci des femmes qui sont capables de se rendre jusqu'à mon centre, mais que je me demande comment je peux soutenir aussi les femmes qui n'ont pas les moyens de se rendre jusqu'à moi. Parce qu'elles sont handicapées, parce qu'elles ne parlent pas français, parce qu'elles travaillent chez un agriculteur qui ne veut pas qu'elles sortent, parce qu'elle est enfermée par un mari violent dans sa maison, etc., etc. C'est de ça qu'on veut parler quand on parle d'oppression. C'est un désir, un souhait de s'intéresser à toutes les femmes et de penser même à des femmes qui vivent des réalités que nous, on ne vit pas. C'est pas parce qu'on est des privilégiés qu'on est obligé de ne pas tenir en considération ce que les autres femmes vivent. À quoi mène une prise de conscience de nos propres privilèges? Souvent, quand on parle de privilèges, là, les gens ont peur parce qu'ils se sentent coupables. Or, des privilèges, c'est pas des fautes. C'est des avantages. Des fois, on dit que c'est des avantages induits. Si moi, j'ai un doctorat, ça me donne des privilèges. Si j'ai une job à l'université, ça me donne des privilèges. Et savoir que j'ai ces privilèges-là me permet de les mettre au service de ceux qui n'en ont pas. Je te donne un exemple. Si je suis prof d'université et que je suis directrice d'un programme à l'université, imagine que j'ai dans mon bureau un enfant qui vient de la Gaspésie, qui est un premier de génération. Depuis toujours, c'est la première dans sa famille à aller à l'université. Quand elle arrive, elle se sent imposteur. Elle ne sait pas comment ça marche. C'est comme si elle avait immigré dans un autre monde. Quand elle arrive à l'université, j'ai beau être une femme noire, j'ai beau être pas d'ici, elle a beau être dans son pays, moi, à l'UQAR, je suis plus chez moi qu'elle. Il faut que je sois consciente que moi, je connais l'institution, je sais comment ça marche, je me sens à la maison, à l'université, mais pas elle. Et qu'elle, elle a besoin d'être guidée, elle a besoin d'être rassurée. Et moi, je peux le faire parce que moi, je suis chez nous. Alors, je te donne cet exemple à l'université et de me dire, c'est pas parce que moi, j'ai la peau noire puis qu'elle a la peau blanche qu'elle est plus privilégiée que moi, pas nécessairement. Mais, il y a des endroits où elle pourrait être plus privilégiée que moi. Suppose qu'on immigre tous les deux à Sherbrooke, ça se pourrait qu'elle puisse trouver un logement plus facilement que moi, à cause de la couleur de sa peau. Et donc, c'est pas, les privilèges, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose d'évolutif, et c'est quelque chose dont il faut être conscient, parce que si je suis consciente que c'est un privilège, je suis aussi consciente qu'il y en a qui n'en ont pas. Et qu'avoir des privilèges, c'est aussi avoir des responsabilités. Et que ça me sert, ça me sert à rien d'avoir des privilèges pour moi tout seul. Parce que ces privilèges doivent être mis au service des autres pour qu'on puisse grandir ensemble et travailler ensemble à la transformation de la société. Peux-tu nous parler de l'outil La roue des privilèges? Cet outil, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce qu'elle nous empêche d'essentialiser les gens. Il n'y a personne qui est juste privilégié et il n'y a personne qui est juste non privilégié. Par exemple, si tu regardes sur la roue, on va regarder la question de la langue.
Puis on va dire, ben, cette personne-là ne parle pas français, ne parle pas anglais, et vit, et ça dépend aussi d'où est-ce qu'on vit. Si je ne parle pas français, que je ne parle pas anglais, et que je vis au Canada, je suis pas privilégié. Celui qui parle anglais et français à Rimouski est plus privilégié que celui qui ne parle ni anglais ni français. Celui qui parle anglais et, par exemple, ma langue maternelle Kinyarwanda, mais ne parle pas français à Rimouski, il n'est pas privilégié. C'est celui qui parle français à Rimouski qui est privilégié. Si on est à Toronto, c'est celui qui parle anglais qui est privilégié. Tu vois, ça va changer selon où nous sommes. Si je quitte la question de la langue, que je vais, par exemple, sur la question de la corpulence, selon où je suis, si je suis au Québec, si je suis en Occident, je suis une grosse femme, donc je suis pas privilégiée par rapport à une femme qui a une taille plus fine. Alors que si je suis en Afrique, on va me trouver belle. Et c'est probablement la femme qui est la plus fine qui va être moins privilégiée parce que nous sommes en Afrique. Tu vois? Si je suis ici dans ma maison, je suis propriétaire de ma maison. Si je suis propriétaire de ma maison, je suis plus privilégiée que la personne qui est locataire. Mais la personne qui est locataire est beaucoup plus privilégiée que la personne qui est sans abri. Alors, tu fais le tour, tu vas regarder la nationalité, tu vas regarder la langue, tu vas regarder la race. Ça dépend où je suis. Quand je suis au Rwanda ou quand je suis en Afrique, je suis pas une femme noire. Je suis juste une personne. C'est quand j'arrive dans les sociétés majoritairement blanches que je deviens une femme noire et que le fait d'être une femme noire me désavantage par rapport aux femmes blanches. Donc, être une femme noire, ça me désavantage. Être une femme grosse, ça me désavantage. Être une femme vieille, ça me désavantage par rapport aux femmes jeunes, blanches et pas grosses. Mais, je ne suis pas que une femme noire, grosse et vieille. Je suis aussi un prof d'université. J'ai aussi un doctorat. Je parle aussi français et plusieurs autres langues. Et ça me donne des privilèges, alors qu'il y a des endroits où j'ai pas de privilèges. Alors, c'est pour ça qu'on peut pas dire que la personne est juste privilégiée ou que l'autre est juste pas privilégiée. Ça dépend quand. Puis aujourd'hui, j'ai des privilèges que j'ai dans ma soixantaine que je n'avais pas quand j'avais 40 ans, que je n'avais pas quand j'avais 30 ans. De la même manière que quand j'étais dans mon pays, je suis arrivée ici à 30 ans, il y a des privilèges que j'avais, que j'ai perdus en arrivant ici. Avec le temps, avec notre croissance, puis ce qui nous arrive dans notre vie, dans notre cheminement, mais aussi avec les époques qui changent, avec les lieux géographiques qui changent, avec la culture qui change, le prisme des privilèges et des non-privilèges évolue. Et la personne, une personne dans son intégralité, il y a des pans où elle est privilégiée, puis il y a des pans où elle est moins privilégiée. Tu vois, par exemple, j'ai fait un accident à un moment donné, en 2013, puis je me suis cassé la cheville. Ce qui fait qu'actuellement, je sens moins mon pied gauche. Ça a des conséquences sur ma capacité de prendre des longues marches, d'aller faire des randonnées. Ça me rend beaucoup plus sédentaire, ça a des effets sur ma santé. Sur le plan de la santé physique, j'ai perdu des privilèges avec cet accident-là. Tu vois? Alors que, psychiquement, Dieu merci, jusqu'à aujourd'hui, j'ai une psyché plutôt solide. Et là-dessus, je suis privilégiée, alors que physiquement, je suis pas privilégiée. Tu vois? Alors qu'il y a d'autres personnes qui sont physiquement en forme, mais qui, par exemple, ont des problèmes de dépression ou d'autres problèmes de santé mentale ou des problèmes de ce qu'on appelle la neurodiversité, tu sais, qui sont sur le spectre de l'autisme, par exemple, qui ont le TDAH, par exemple, et ce qui fait qu'ils ne fonctionnent pas dans la société de la même manière que ce qu'ils appellent les neurotypiques. Quel est le message d'espoir de Jeanne-Marie Rugira? Je crois que nous sommes tous des êtres humains et que la majorité des expériences humaines, même si on n'est pas situé au même endroit sur le spectre des privilèges, on n'est pas tous placés au même endroit, puis on ne reste pas tous sur les mêmes endroits, mais je pense que nous avons quand même une commune humanité. Nous savons tous c'est quoi être heureux, nous savons tous c'est quoi être vulnérable, nous savons tous c'est quoi avoir besoin de l'autre, nous savons tous c'est quoi être chez soi et se sentir en sécurité. Nous avons tous c'est quoi
ne pas se sentir en sécurité parce qu'on ne se sent pas parmi les siens. Mon espoir, c'est qu'on se réfère à ces expériences de nos propres vulnérabilités pour être capable d'écouter l'autre, même dans une expérience qui nous est étrangère. Et je crois que nous sommes capables. Merci beaucoup, Jeanne-Marie. Merci. Bonjour, je m'appelle Soraya El-Bekali, je suis consultante dans les milieux communautaires et particulièrement dans les milieux féministes. Je suis aussi formatrice depuis plusieurs années sur les questions d'équité et d'intersectionnalité. Et j'ai la chance d'accompagner depuis juin 2024 le Centre Femmes Catherine Leblond à Trois-Pistoles. Donc, on m'a demandé pour cette vidéo de présenter de manière claire, le plus possible et succincte, l'approche féministe intersectionnelle. Donc, quand on parle d'approche féministe intersectionnelle, on parle d'une façon de voir et d'accompagner les femmes qui reconnaît une chose très simple, assez évidente aussi quand on y pense, on ne vit pas toutes la même réalité. Donc oui, nous sommes toutes touchées, les femmes, par le patriarcat. Oui, les inégalités entre les hommes et les femmes nous affectent, mais à cela, à ces expériences-là, peuvent s'ajouter d'autres oppressions. Le racisme, le colonialisme, l'homophobie, la transphobie, l'agisme, le capacitisme, la pauvreté. C'est juste des exemples, mais ces systèmes-là, c'est important de bien le comprendre, ils ne s'additionnent pas. C'est pas 1 + 1 = 2, donc ils ne s'additionnent pas de manière mécanique, mais ils se croisent et produisent des expériences qui sont très différentes pour chacune des femmes qui les vivent. Je vous donne des exemples. Par exemple, une femme qui vit de la violence conjugale et qui est aussi une nouvelle arrivante. Peut-être que cette femme-là, elle va rencontrer plus de barrières d'accès à des services qui seraient par exemple liées à sa langue ou à son statut migratoire. Une femme autochtone, elle peut aussi rencontrer plusieurs embûches dans les institutions publiques parce que celles-ci ne reconnaissent pas toujours ses savoirs et sa culture. On peut aussi penser à une femme qui serait en situation de handicap et qui serait, à cause de cette situation-là, plus vulnérable que d'autres femmes face à certaines violences et à la précarité. Donc, c'est tout simplement ça, l'intersectionnalité. C'est de comprendre que chaque parcours, chaque vécu est façonné par plusieurs systèmes d'oppression. Quand je parle de systèmes d'oppression, c'est le racisme, le sexisme, l'agisme, etc. Et que ces systèmes d'oppression-là interagissent entre eux pour créer une expérience très particulière. Donc, c'est important aussi quand on parle de ces systèmes d'oppression puis de ces réalités de comprendre que c'est pas juste des expériences individuelles. Bien sûr, ça affecte la vie des individus qui subissent ces différents systèmes d'oppression, mais ces oppressions-là, elles sont produites par quelque chose de beaucoup plus grand, par les structures sociales, politiques, économiques. Par exemple, le racisme, c'est pas seulement des préjugés, des stéréotypes, c'est aussi des politiques migratoires, par exemple, qui peuvent créer des statuts précaires. Le sexisme, c'est pas seulement des blagues déplacées, c'est aussi des écarts de salaire ou le fait que la plupart des femmes portent encore la majorité des tâches domestiques, ce qu'on appelle entre autres la charge mentale. Donc c'est pour ça que dans les centres femmes, l'approche intersectionnelle, c'est pas juste une manière d'accueillir chaque femme. C'est aussi une manière de réfléchir puis de comprendre comment nos réalités de femmes sont façonnées par des systèmes plus grands. Et surtout, comment on peut se donner collectivement les moyens pour agir, pour transformer ces systèmes-là. Donc, dans les centres femmes, l'intervention féministe intersectionnelle, c'est devenu dans les dernières années une approche prioritaire. Parce qu'un centre femmes, c'est un milieu de vie, un espace pour apprendre ensemble, un espace de solidarité, un espace de mobilisation. C'est un endroit où on vient pour briser l'isolement, pour se reconstruire parfois, pour réfléchir, puis pour agir collectivement. Puis pour que toutes les femmes puissent se sentir accueillies, pour que toutes les femmes puissent profiter de cet espace-là et s'y sentir bien, il faut que nos pratiques, comme Centre Femmes, tiennent compte des multiples réalités vécues par ces femmes. Donc, un des principes essentiels de cette approche-là, c'est de reconnaître que les femmes sont expertes de leur propre vie, de leur propre vécu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas imposer une seule façon de guérir, de s'émanciper, de militer, mais c'est de créer un espace dans les centres femmes où les savoirs des femmes, leurs stratégies, leurs forces sont valorisés. Donc, on veut que chaque femme
puisse entrer dans un centre femme et se sentir accueillie, peu importe son parcours ou ses identités. Concrètement, cette approche-là, elle repose sur quelques principes très simples, mais puissants. Comme je le disais tout à l'heure, reconnaître les identités multiples des femmes et les obstacles spécifiques qui en découlent, partager les savoirs, le vécu, les stratégies et les connaissances des participantes et reconnaître que celles-ci valent autant que celles des intervenantes. Démystifier aussi ce qu'on appelle le pouvoir professionnel. Donc, l'intervenante ne vient pas imposer, elle est plus dans une posture d'accompagnatrice. Respecter le rythme de chaque femme, même si parfois les institutions autour de nous voudraient qu'on aille plus vite, un beau défi. Et surtout, reconnaître nos privilèges et nos angles morts, que l'on soit intervenante ou participante. Parce que c'est vraiment important d'être lucide là-dessus. On a toutes des angles morts. On a tous des préjugés, on a tous des stéréotypes. Que l'on soit intervenante ou participante, il y a des réalités qu'on ne connaît pas parce qu'elles sont vraiment loin de nous et il y a des privilèges dont on dispose, dont on ne se rend pas nécessairement compte parce qu'on a vécu toute notre vie en ayant ces privilèges-là. Je vous donne un exemple qui pourrait se dérouler dans un centre femme. Donc, une intervenante blanche pourrait, par exemple, ne pas immédiatement voir les micro-agressions qu'une femme racisée vivrait dans le centre femme. Une participante cisgenre, donc une participante dont l'identité de genre correspond au sexe assigné à la naissance. Par exemple, moi, je suis née, on a dit c'est une bébé-fille et j'ai grandi et je me sens comme une femme, donc je suis une femme cisgenre. Donc, une participante cisgenre pourrait avoir de la difficulté à comprendre le vécu d'une femme trans. Être consciente de ces angles morts, c'est essentiel pour éviter d'exclure et de revictimiser, même sans le vouloir. Puis moi, je dis tout le temps une chose que je trouve très importante, c'est que reconnaître nos angles morts, c'est pas pour se culpabiliser. La culpabilité ou la peur de mal faire peut nous figer. C'est pas des sentiments qui sont féconds. Je trouve que c'est pas des sentiments qui nous mettent en mouvement. Surtout qu'il faut se rappeler, il y a personne ici en 2025 qui est responsable des systèmes d'oppression dans lesquels on vit. Il y a personne ici qui a choisi qu'on vive dans une société où le racisme, le sexisme, etc. existent. Par contre, on a tous et toutes un rôle à jouer dans ces systèmes-là. Et moi, je trouve que c'est vraiment porteur de sortir de la culpabilité puis plus d'aller dans une responsabilité, de réfléchir avec mes propres privilèges, avec la position que j'occupe dans la société, qu'est-ce que je peux faire différemment pour pas reconduire peut-être certaines inégalités? Comment je peux agir différemment dans mon environnement très proche, dans ma famille, dans mes amis, dans ma communauté, dans mon travail? Puis c'est vraiment ça l'approche féministe intersectionnelle, c'est de rester dans le mouvement, d'être dans le dialogue, dans la réflexion, d'oser et d'avoir l'humilité de le faire, de se remettre en question. On peut se tromper aussi, c'est important de le dire. Mais le plus important, je pense que c'est de rester ouverte à s'écouter, à s'ajuster, à reconnaître nos limites, puis à continuer à cheminer ensemble. L'idée, évidemment, c'est pas d'être parfaite, c'est impossible, mais c'est de construire des milieux où les femmes se sentent vues, entendues et respectées dans toute leur diversité. L'intervention féministe intersectionnelle, c'est donc à la fois une analyse critique, c'est une lunette qui nous aide à comprendre comment les oppressions structurent les vies des femmes et les conséquences que ça a sur celles-ci, mais c'est aussi une posture relationnelle, c'est aussi une façon d'entrer en contact avec les autres, avec une intention de se rencontrer d'égal à égal, de s'écouter, de remettre en question nos propres certitudes, surtout de remettre en question nos propres certitudes quand c'est inconfortable. Donc concrètement, quels gestes peuvent s'inscrire dans une approche féministe intersectionnelle dans un centre femme? À quoi ça ressemble vraiment dans la vraie vie? Donc ça pourrait être par exemple de traduire nos documents pour rejoindre les femmes qui ne parlent pas français ou peut-être pas assez bien pour comprendre des documents. Ça pourrait être de s'assurer que nos locaux soient accessibles aux femmes à mobilité réduite, donc qu'il y ait assez de place pour circuler avec un fauteuil, que nos salles de bain soient accessibles. Ça peut être de penser notre programmation puis adapter nos activités pour les femmes avec des horaires plus atypiques, donc des femmes par exemple qui travailleraient de nuit ou des femmes qui ont des enfants, donc offrir des services par exemple de halte garderie. Ou encore, et surtout, c'est de prendre le temps de nommer et de déconstruire les préjugés qu'on porte, nous aussi. Au fond, l'objectif est toujours le même,
permettent à chaque femme de reprendre du pouvoir sur sa vie et de contribuer aux changements sociaux qu'on porte collectivement. L'intervention féministe intersectionnelle, c'est donc une approche profondément humaine, mais aussi résolument politique. Elle nous rappelle que derrière chaque histoire personnelle, il y a des systèmes à questionner et à transformer, puis que c'est ensemble qu'on doit le faire. Voici 3 livres qui peuvent être des compléments d'information fort intéressants. Femmes, race et classe par Angela Davis est un essai majeur analysant l'imbrication du racisme, du sexisme et du capitalisme aux États-Unis, de l'esclavage aux années 1960. Le livre « Ne suis-je pas une femme » par Bell Hooks analyse comment le racisme, le sexisme et le capitalisme ont marginalisé les femmes noires, critiquant le féminisme blanc et le mouvement des droits civiques par leur manque d'intersectionnalité. Le livre « Qu'est-ce que l'intersectionnalité » explique comment les discriminations se croisent, se renforcent et créent des oppressions uniques, offrant des applications concrètes dans la vie sociale et militante. Comme mentionné dans cette émission, l'approche féministe intersectionnelle est devenue l'approche privilégiée dans plusieurs centres femmes. Celle-ci nous aide à reconnaître que les femmes ne vivent pas toutes les mêmes réalités. Nous sommes toutes touchées par le patriarcat et les inégalités entre les hommes et les femmes, mais à cela peuvent s'ajouter d'autres oppressions comme le racisme, le colonialisme, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, la pauvreté, etc. Le Centre Femmes Catherine Leblond est ouvert à la diversité. Chaque personne contribue par son parcours unique et participe ainsi à la vie associative de l'organisme. Le milieu de vie nous met en contact avec des réalités parfois éloignées de nos expériences personnelles. Pour être un milieu inclusif, nous devons reconnaître nos angles morts et prendre conscience de nos privilèges. Prendre conscience de ces privilèges permet de mieux comprendre et respecter les autres. Si vous avez des questions en lien avec ce sujet, vous pouvez contacter l'une des ressources mentionnées ci-dessous. Le Centre Femmes Catherine Leblond, 418-851-3178. Univers Emploi, 418-314-0404. Accueil Intégration Bas-Saint-Laurent, 581-824-1662. L'Aire des centres de femmes du Québec, 514-876-9965.